La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Victor-Olivier Hamel-Moras, psychologue et chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à cette autre édition de Tête à tête, qui est une série connexe à l'émission La tête dans les nuances. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Victor-Olivier Hamel-Moras. Bonjour. Bonjour Robert. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'accueillir. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir et on va essayer de faire un petit tour de ta vie rapide pour apprendre à mieux te connaître, mais surtout apprendre quelques secrets de ta vie qui vraiment me questionnent profondément. Et je commence tout de suite avec le premier. Et avoir les passions que vous venez de front, tel le sport, l'écriture, la psychologie, ça m'a donné l'impression que vous aviez réussi à ne jamais faire de choix ou ne pas avoir d'obligation de faire le choix et vous aviez réussi à concilier le tout parce que vous n'aviez pas le goût de faire un choix entre ces passions-là. Si tant est que ma lecture soit exacte, comment fait-on cela? La lecture est bonne, je dirais, jusqu'à il y a quelques années. Donc, éventuellement, quand la famille se présente dans tous ces éléments-là, il y a certains choix à faire parce que le nombre d'heures dans une journée puis une semaine n'augmente pas malgré les enfants qui se présentent puis la vie qui avance. Mais pendant assez longtemps, je pense que j'ai été en mesure de tenir le sport d'un côté, l'écriture et la littérature d'un autre, puis tranquillement la formation puis le développement de ma pratique en psychologie, en psychothérapie. Et comment je l'ai fait exactement? Bien, probablement que j'avais plus de temps à un certain moment. Il y a encore des bouts que j'essaie de tenir à gauche puis à droite, mais oui, c'est un défi continuel. Puis de faire des choix, c'est probablement un thème important dans ma vie. Bon, on entend déjà dans la réponse que il n'y a pas là l'abandon, il y a un parcours de vie qui fait que maintenant, les priorités se réorganisent autrement et qu'il y en a qui deviennent troisième, quatrième ou cinquième position, mais ce qui ne veut pas dire que dans 10-15 ans, les cartes ne seront pas rebrassées de nouveau. Oui, puis j'ai été entraîneur des enfants des autres longtemps. Je commence tranquillement à être entraîneur pour mes propres enfants. C'est ce que j'allais dire, ça va être la prochaine étape. Je n'écris plus sur les mêmes thèmes non plus. Donc, évidemment, on change. C'est plus les mêmes thèmes qui nous allument, qui nous font réfléchir. Donc, une évolution de ces passions-là qui suivent aussi le rythme de la vie. Bien, on va les reprendre une par une, ces passions-là, oui, si vous voulez bien. Et puis, on va commencer par l'activité physique ou le sport, peu importe comment on le dénommera, parce que je vous ai entendu dire dans une vieille entrevue que j'ai retrouvée, le net est vraiment une caverne d'Ali Baba extraordinaire, qu'à votre entrée au secondaire, vous étiez ce que vous aviez qualifié dans l'entrevue d'un peu enveloppé, disons-nous. Ce qui était totalement mon cas aussi. Or, le sport et moi, on n'a jamais réussi ce mariage-là, malgré cette condition qui est vraiment inhérente à plusieurs garçons qui leur font délaisser complètement l'activité sportive. Comment vous avez passé à travers ce chemin-là? Principalement, je dirais qu'à peu près à cette époque-là, j'ai grandi de 6 pouces ou à peu près en 1 an. Donc le poids s'est juste réparti autrement. Oui, c'est réparti un peu mieux. Puis le basketball est devenu au centre de ma vie de façon assez rapide. Donc, j'ai continué à jouer jusqu'au cégep. Puis, je suis devenu entraîneur. Il y a même eu une période de ma vie où... Mais juste pour être certain, le basket, c'était déjà là avant la poussée de croissance ou c'est venu après? Oui, mais c'est devenu plus intéressant une fois après la poussée de croissance. D'accord. Donc, je suis devenu meilleur, disons, assez rapidement. Puis pas parce que j'avais amélioré mes habiletés tant que ça, mais j'étais plus proche du panier, soudainement, à ce moment-là. Oui, puis donc, une source de valorisation, de motivation. C'est devenu au centre de ma vie. Puis ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu une époque où j'étais à la fin de ma formation de doctorat en psychologie. Puis au même moment, j'avais été appelé pour passer une entrevue pour devenir entraîneur en Division 1 au Cégep de Sainte-Foy. J'ai passé l'entrevue, j'ai pas eu le travail. J'ai l'impression que j'étais passé proche. Puis à ce moment-là, j'ai l'impression que ma vie aurait peut-être dévié davantage vers le sport. À tort ou à raison, mais avec les avantages et les inconvénients qui viennent avec. Mais finalement, j'ai continué dans la voie de la psychologie. Puis aujourd'hui, il n'y a pas de regret? Ou bien
Il s'est présenté un carrefour et... Un carrefour. Des regrets, non, mais cette partie-là, la partie de moi qui est un entraîneur sportif est jamais très loin. Quand je vais voir des matchs, quand je me retrouve dans des compétitions, je me dis, ah, ça me tenterait. Puis là, après ça, je me souviens que ça implique Comme plusieurs investissement. entraînements par semaine, souvent tard le soir. Puis là, l'envie diminue un petit peu. Mais l'idée de le faire auprès d'équipes à laquelle appartiendraient vos enfants, ça, Tout à fait. c'est comme du temps partagé à ce Tout à fait, moment-là. tout à fait. Puis en même temps, tu veux pas pousser tes enfants vers quelque chose qui Qui ne veulent les intéresse pas. pas tant que ça, quand toi, c'est ta passion. Mhm. Fait que je laisse venir quand même. J'attends que ça vienne d'eux aussi. Mais il y a peut-être un petit quelque chose d'héréditaire aussi dans le fait Peut-être. d'apprécier la pratique sportive. Et la pratique sportive, à titre personnel, ça se poursuit d'une certaine façon, ou ça aussi, c'est un peu en pause parce que la priorité est à la famille? On parlait dans le segment en panel à plusieurs, on parlait d'activité physique, entre autres, puis de maintien de l'activité physique. Moi, c'est quelque chose que je trouve particulièrement difficile avec les limites de temps qui sont... On court toujours après notre temps, j'ai l'impression, constamment essoufflé. Donc, où placer ces choses-là en sachant que ça fait du bien, que c'est important, que c'est central dans l'équilibre qu'on veut entretenir, développer. Mais là, je suis un peu cordonnier mal chaussé, je pense, de ce point de vue-là. Et au moment où vous présentez le carrefour, où votre carrière a pu être destinée vers le sport, ce qui n'est pas arrivé, et vous vous dirigez vers la psychologie, est-ce qu'il y a une idée à ce moment-là de lier les deux et devenir un psychologue sportif pour sportif de haut niveau? J'ai un intérêt pour la psychologie sportive, mais lier les deux peut-être d'une manière un peu différente, dans le sens que le travail d'entraîneur, c'est beaucoup un travail d'enseignement. Alors, je pense que l'aspect entraîneur, je le retrouve beaucoup dans ce que je fais en enseignement maintenant, parce que je suis superviseur, chargé de cours à l'université. Donc, tout cet aspect-là de développement, de supporter d'autres personnes qui sont dans la poursuite de certains objectifs de carrière ou de développement professionnel, les accompagner là-dedans, d'être une forme de mentor, de guide, d'encourager ces aspects-là de leur personnalité aussi. Ça vient rechercher l'aspect entraîneur, je dirais. Et dans l'accompagnement que vous faites de personnes en thérapie à titre totalement privé, est-ce qu'il y a toujours cette idée-là de dire, bien, comment je peux suggérer la pratique, peut-être pas nécessairement du sport, mais au moins de l'activité physique, activité de plein air, peu importe, mais de générer l'importance de l'activité physique dans une vie équilibrée? Oui, puis on a tellement, ça fait partie dans notre domaine du peu de résultats de recherche pour lesquels il y a à peu près aucune ambiguïté, là. La pratique de l'activité physique, même modérée, quelques minutes par jour, a un impact sur l'anxiété, sur l'humeur, sur le sentiment de bien-être et de satisfaction en général. Donc, c'est sûr que ça fait presque toujours partie de ce qu'on a en tête quand on regarde d'un point de vue global la santé des gens qui viennent nous voir. Comme une façon de diminuer le stress et l'anxiété. Quelle différence vous faites entre le stress et l'anxiété, d'ailleurs? Alors, souvent, c'est des mots qui se recoupent beaucoup. Souvent, j'explique que le stress, c'est quelque chose d'un peu plus spécifique. Je peux être stressé de venir participer à une émission de télévision. Je sais exactement ce qui me stresse puis les réactions que ça suscite chez moi. Donc, étant donné que je sais ce que ça veut dire ou d'où ça vient, c'est un petit peu plus sous mon contrôle. Je peux prendre des stratégies pour mitiger ce stress-là. L'anxiété, c'est souvent un petit peu plus diffus. Donc, j'ai un sentiment de peur, mon système s'active, j'ai des réactions physiques, physiologiques, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus flou, puis donc d'un peu plus difficile à contrôler puis à identifier. Souvent, les gens qui vivent l'anxiété, on passe une bonne partie de notre temps en psychothérapie à essayer d'identifier les sources d'anxiété pour redonner un sentiment de contrôle. Bien, merci, parce que j'ai l'impression que c'est deux termes qui sont souvent utilisés comme synonymes, puis je fais, mais là, on est un peu plus fixé. On passe à un tout autre volet, parce que j'avoue que j'ai découvert celui de l'écriture chez vous, que je ne soupçonnais pas. Et ma première question est toute simple. Ça arrive comment dans votre vie? Par le milieu familial, par une bibliothèque généreuse, par un boulimique de la lecture, par une rencontre percutante, un prof marquant? Ça arrive comment? Probablement de toutes ces manières-là à la fois. Ça arrive d'abord dans le milieu familial. Donc, ma mère est une grande lectrice qui peut lire plusieurs livres par mois depuis des années. Moi, j'ai vraiment une image de ma mère dans le fauteuil du salon qui lit des livres
très, très, très rapidement. Je finissais des briques, puis je me disais, voyons, il me semble que tu l'as commencé avant hier, celui-là. Donc ça, puis un intérêt pour la lecture et l'écriture. J'ai toujours la même anecdote à 7 ans, donc on n'avait pas encore d'ordinateur, donc une vieille dactylo. Puis sur une vieille dactylo, j'écrivais... Électrique tout de même, Électrique tout de même, technologique un peu. Mais j'avais fait un journal de quartier. Ça tenait sur 2 pages, puis donc à la dactylo. C'était assez artisanal, disons. Puis j'allais vendre ça un peu partout dans le quartier avec des petites nouvelles du quartier. J'ai retrouvé des exemplaires. Wow. C'était très rudimentaire, mais j'avais quand même 7 ans. Et c'était vendu? C'était vendu. J'ai fait une fortune à ce moment-là, à l'époque. On imagine. Qui était placé. Oui, qui a été placé. Pour vos vieux jours. C'était $1 l'exemplaire. Donc, quand même. Puis par la suite, on dit souvent que ça prend juste un professeur là, pour faire une différence positive dans la vie des gens, un bon professeur au bon moment. Puis mon professeur de 6e année qui m'avait encouragé à l'écriture, j'avais écrit une espèce d'histoire qui n'était pas tout à fait un roman, mais qui était relativement longue pour un étudiant de 6e année à ce moment-là. Encore une fois, ma mère l'avait fait relier, puis on est allé distribuer ça à la défunte librairie Morin. Il avait accepté de mettre ça dans leur étalage. Fait qu'en 6e année, à 12 ans, c'était mon premier livre. C'était déjà une consécration. Oui, je pouvais me le représenter comme ça. Donc, je pense que ça part de cet intérêt-là, mais aussi du soutien qui est venu avec. Bien, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas comme auteur, bien, vous êtes entre autres le signataire de très nombreux articles, de textes d'opinion qu'on voit souvent dans Le Devoir, la presse. Vous faites de la chronique occasionnement. Vous avez entre autres été récipiendaire du prix Radio-Canada en 2016 pour la nouvelle Tout le monde, tout le temps. Finaliste. Finaliste? Oui. Donc, dans les 5 derniers finalistes. OK. Voilà qui est rectifié. Ça donne une chance aux autres. Oui. Vous êtes également l'auteur de la trilogie d'Arafin. Oui, qui a été rebaptisée Magicor dans la 2e publication. D'accord. Puis, c'est une trilogie qui attend encore son 3e volume. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ce 3e volume est en marche ou bien lui aussi est sacrifié sur l'autel de la famille? Je dirais les deux à la fois. Il est en marche très lente, disons, avec de longs épisodes de pause. Mais j'ai encore en tête comment j'aimerais que cette trilogie-là finisse. Il suffit de trouver un moment, un temps pour l'écrire, ce qui viendra peut-être éventuellement. Oui, qui est la donnée la plus rare par les temps qui courent, trouver le temps, si je comprends bien. Tout à fait. Mais ce début ou cet intérêt pour l'écriture, c'est donc bien avant les études en psychologie que ça commence. Tout à fait. Il y a eu un rêve de dire, oui, je pourrais gagner ma vie comme auteur? Gagner ma vie comme auteur, je ne sais pas, je ne crois pas. Justement parce que j'ai toujours été intéressé par plusieurs branches en même temps, mais cette écriture-là a toujours fait partie de ma vie, un peu comme on disait, à travers différents articles d'opinion, nouvelles que j'avais écrites assez rapidement, je dois dire, en 2016, puis j'avais envoyé ça à Radio-Canada pour le concours, puis quelques mois après, j'avais presque oublié ce texte-là, puis j'ai reçu un message comme quoi je suis dans les 20 finalistes sur, je pense que c'était presque 800 textes reçus, donc surpris. Puis après ça, dans les 5 finalistes, puis ça venait avec une bourse quand tu étais dans les finalistes, les 5 derniers. Alors oui, donc de prendre des occasions à gauche et à droite, puis éventuellement de remettre ça un peu plus au cœur de ce que je fais. Je suis d'ailleurs en train d'écrire quelque chose en lien avec la psychologie et la psychothérapie. Qui avancera éventuellement. Lui aussi. Oui. Et quand je m'intéressais à votre trilogie, dont on attend toujours le 3e tome, je le rappelle, on ne met pas de pression, mais on a juste envie. Et ma question, c'était qui influence qui? Et je me disais, est-ce que c'est à force de vivre avec les personnages de notre roman en tête et toute leur psychologie, leur travers, leur bon... Ouais. Est-ce que c'est les personnages qui influencent votre pratique en psychologie ou c'est parce que vous êtes psychologue que les personnages prennent ces tournures-là? J'ai toujours j'écris du fantastique principalement quand je suis dans la fiction. Puis j'ai souvent écrit des choses avec beaucoup de personnages qui me donnaient un peu l'impression que chaque personnage évoquait une partie de ma personnalité ou de mon identité. Donc je ne sais pas comment ça se déploie quand on lit les livres, mais c'est vraiment...
l'idée que ça me donne. Donc, la psychologie des personnages, qui est évidemment une partie que je trouve intéressante quand j'écris. Une sorte de projection, donc une partie de qui je suis là-dedans, puis ça me permet de les suivre, puis les développer en fonction de comment cette partie-là parlerait si elle avait une voix plus spécifique. Et c'est une partie de vous ou ça pourrait être aussi une partie d'un rêve de vous qui n'a pas été réalisé? Ah, bien ça, c'est une belle question philosophique. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse complète, mais... Portez-la, on se revoit au prochain épisode. C'est ça. On va plonger dans le troisième secteur de votre vie. On a touché les sports, on a touché l'écriture. Évidemment, il faut toucher la psychologie puisque c'est, je dirais, le filon central de ce que vous êtes présentement, parce que je ne voudrais pas présumer de ce que l'avenir vous réserve. J'ai l'impression, quand je vous entends, quand je lis sur vous à titre de psychologue, qu'on s'éloigne un peu de la formule cinématographique du récamier, du patient assis, du thérapeute assis sur sa chaise après qui prend des notes. Oui. J'ai l'impression qu'on entre peut-être dans une nouvelle forme d'approche. Est-ce que je me trompe? Ou bien il y a une nouvelle façon de circonscrire ces rendez-vous thérapeutiques? Non, c'est pas une erreur de le dire comme ça. Évidemment, il y a plusieurs sortes de thérapeutes, de psychologues, il y a plusieurs approches différentes, plusieurs manières de travailler différentes. Il n'y en a pas une nécessairement meilleure que l'autre. C'est beaucoup en fonction de comment est-ce que ça correspond à la personne qui vient nous voir. Moi, j'ai choisi une approche relationnelle, donc une approche où je suis inclus dans le processus, où comment je me sens, ce que je vis, ce qui se passe entre moi et la personne. Non seulement c'est important, mais ça nous aide à comprendre sa dynamique, ses problématiques, puis les raisons qui fait qu'elle vient me voir. Puis c'est pas parce que... Et cette approche-là fait en sorte que le patient et vous pouvez dialoguer entre quatre yeux, ou bien ça se passe quand même par un patient qui parle à lui-même et qui est entendu? Évidemment, l'écoute active, on pourrait dire, puis l'espace qu'on donne à la personne qui vient s'ouvrir, puis se confier, ça reste toujours important. C'est pas la même chose que de venir parler à un ami, à un membre de la famille. Il y a une différence, puis il y a une sorte d'expertise aussi. Mais je trouve que, en tout cas, dans ma façon de le concevoir, mon travail ou le rôle que j'ai auprès du client ou de la personne qui vient me voir transcende ça. Je suis un être humain, j'ai des vulnérabilités, j'ai des points de fragilité. Ce que la personne me dit, ça vient résonner ou ça me ramène à ma propre expérience. Puis ça ne veut pas dire que je suis constamment en train de parler de moi en thérapie, au contraire. Mais je trouve ça important de créer une thérapie où j'existe en tant qu'être humain, puis que l'autre personne peut le sentir, parce que je pense que c'est ça qui finit par créer le lien de confiance puis la proximité dont les gens ont très souvent besoin. Et il semblerait que dans ce volet-là également de votre vie, je ne dirais pas que vous vous éparpillez, mais vous multipliez vos talents, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que psychologue en privé recevant des gens qui ont besoin de cette relation d'aide, mais vous êtes aussi chargé de cours à l'UQTR dans cette même discipline. Vous êtes aussi une personne qui encadrait des stagiaires à la fois à la clinique que vous dirigez et à l'université. Vous avez besoin de l'ensemble de ces facettes-là ou c'est un besoin de redonner ce que vous avez reçu? J'aime vraiment beaucoup l'enseignement. Depuis longtemps, quand je disais tout l'aspect d'entraîneur, ça fait partie de ma vie. Mais l'enseignement, redonner, sentir que que j'ai appris quelque chose à quelqu'un ou l'amener à réfléchir sur un thème auquel il n'avait pas pensé avant, pour moi, il y a vraiment quelque chose de fondamental là-dedans. Je ne me verrais pas de ne pas enseigner d'une manière ou d'une autre. Ça peut prendre plein de formes, puis ça peut se faire dans différents contextes, mais c'est probablement une des choses qui m'apporte le plus de joie et de satisfaction. Et votre enseignement est enrichi par la pratique, de toute évidence, puisque, tout à fait. Sans divulguer rien, l'expérience acquise dans les différentes rencontres permet de... Oui, et vice-versa. À force d'enseigner quelque chose, on en vient à l'expliquer puis à mieux le comprendre. Donc, j'ai l'impression qu'à travers l'enseignement, je comprends mieux mon travail, je comprends mieux le processus de la psychothérapie, qui peut être flou et complexe, puis pas toujours simple à saisir, puis qui peut prendre plusieurs formes différentes aussi en fonction des approches et des thérapeutes. Donc, de l'expliquer à chaque jour ou d'essayer, en tout cas, de démêler tout ça, j'ai l'impression que ça me permet de mieux comprendre mon travail,
Puis il y a plein d'aspects de mon travail en psychothérapie que je peux amener dans mon enseignement, évidemment en respectant la confidentialité puis l'éthique et tout ça. Mais il y a quand même des façons d'amener une partie de mon expérience dans ce que je fais avec mes étudiants pour leur parler de c'est quoi pour de vrai être un thérapeute. Puis je pense que c'est l'aspect intéressant du fait d'être à la fois clinicien, donc thérapeute avec des gens qui viennent me voir et enseignant, c'est que l'expérience que j'offre est directement reliée à la pratique, là, plutôt qu'en être totalement déconnecté. La prochaine question, je sais qu'on aurait pu faire une émission complète là-dessus, ça n'aurait pas été suffisant, mais je ne peux pas ne pas vous la poser parce qu'il fut un temps pas si lointain où quand on parlait de santé mentale, c'était des gens qui étaient fous. Oui. On avait réglé ça rapidement. Tout à fait. Alors, et puis on les internait. Et puis est arrivé la fin de ces milieux d'internement, la réintégration en société. Et depuis quelques années, l'idée ou le concept de santé mentale, c'est dans toutes les bouches. Tous les politiciens nous parlent de santé mentale, les entraîneurs sportifs nous parlent de santé mentale. Oui. Si bien qu'on n'arrive plus très bien à définir ce que c'est la santé mentale. Il y a un problème de santé mentale parce qu'on a l'impression que tous les problèmes sont reliés à ça. Tout à fait. Comment vous pourriez circonscrire ça pour qu'on se fasse une tête qui nous permette de comprendre ce qu'on entend dans nos médias, par exemple? Premièrement, vous avez raison. C'est vrai qu'on pourrait faire une émission complète sur le thème. Puis... je me suis lancé l'idée. Oui, je suis partant. Mais si on essayait de résumer quelques idées... Je pense que le principal problème qu'on a, puis c'est un double tranchant parce que c'est très aidant, on a commencé à voir la santé mentale au même titre que la santé physique. Puis la comparaison est intéressante jusqu'à un certain point. Sauf que la santé physique identifie un problème, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne marche pas chez la personne qui vient nous voir, puis on essaie de régler ça, faire disparaître les symptômes le plus vite possible. C'est rarement simple comme ça, mais ça part de cette prémisse-là. Mais l'idée est celle-là. Qui est un modèle, on pourrait dire, médical d'une certaine manière. Le problème qu'on a en santé mentale, c'est que même notre objet d'étude, on ne le comprend pas bien. C'est quoi l'esprit humain? On parlait de nature humaine, l'âme, tout ça. On ne peut pas vraiment le savoir. Comment naît la conscience subjective? Bon, plein de questions très philosophiques. Mais donc, même notre objet d'étude de base, on ne le comprend pas très bien. Fait qu'il y a quelque chose de flou et de difficile à saisir. C'est quoi une bonne santé mentale? Comment définir les troubles de santé mentale, la dépression, l'anxiété, tout ça? Comment est-ce qu'on définit ça clairement alors qu'il y a quelque chose de totalement subjectif dans comment est-ce qu'on vit les choses? On peut voir cette espèce de paradoxe-là entre on veut traiter la santé mentale, on veut que les gens aient mieux, mais on peut difficilement utiliser à 100% ce modèle-là de problème-solution où les gens arrivent, sont brisés, puis ils sortent de notre bureau puis sont réparés. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on se donne un rendez-vous pour une émission sur le sujet parce que je sens qu'on pourrait vraiment en apprendre beaucoup et aller plus loin, mais on n'a pas ce temps-là aujourd'hui. J'aimerais conclure cette entrevue où le temps passe trop vite en vous ramenant à une lettre que vous avez écrite pour Le Devoir en 2019 et qui s'intitulait « Nous n'avons pas le temps d'être pessimistes ». C'était en réaction avec une autre lettre qui avait été écrite parlant de changement climatique. Et je me permets de vous citer, vous écriviez dans cette lettre « Je ne sais pas si notre espèce survivra à sa propre folie. Je sais qu'elle en a le potentiel. J'ai décidé de refuser la fatalité, de mettre un pied devant l'autre, une action à la fois. Et chaque matin, les yeux de ma fille de 2 mois me confirment que j'ai pris la bonne décision. » Et évidemment, plus grande aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Mais est-ce que cette philosophie-là est toujours celle qui vous habite et celle que vous aimeriez partager? Oui, puis vous me disiez ça, puis... Il y a un bout d'émotion qui monte parce que, bon, ma fille a vieilli, en effet, puis ces questionnements-là existentiels, environnementaux restent toujours pas loin. Dans le travail de thérapeute, on essaie d'entretenir l'espoir chez les gens qui viennent nous voir, autant l'espoir pour leur vie à eux que la race humaine en général. Puis c'est pas toujours facile de tenir cet espoir-là, de l'entretenir, puis de rester confiant qu'il y a quelque chose de beau en avant. Je pense que c'est un travail de tous les jours, c'est un effort, puis c'est une tâche. Puis en même temps, c'est encore vrai d'une certaine manière. Donc j'ai eu une autre fille depuis ce temps-là aussi.
Puis j'ai encore ce même regard-là dans leurs yeux, de dire, bien, ce que je fais, autant au niveau individuel que social, est-ce que ça peut avoir un impact, puis nous permettre d'avancer, puis garder cet espoir-là en vie, même si c'est un peu peut-être idéaliste ou idéologique, je pense que c'est important. Et ce défi qui est le nôtre est probablement simplement plus grand pour la génération qui nous suit. Tout à fait. Victor-Olivier Hamel-Moras, merci infiniment d'avoir accepté ce tête-à-tête. C'était un plaisir de vous rencontrer. Très agréable. Merci.